Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national. Surtout que, disons-le humblement, j'ai la responsabilité de proposer au Président de la République un nouveau gouvernement. Vous n'auriez pas dû vous rendre à Pau pour conserver un mandat, mais à la réunion de crise de l'Élysée pour assumer votre nouveau rôle. Le mépris est éprouvé d'autant plus rudement quand la souffrance est là. Le grand poète Aimé Césaire disait « Ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. Notre cœur est tout entier avec Mayotte. Nous portons notre solidarité à tous ses habitants. Que tout soit mis en œuvre pour sortir de ce cataclysme. » Je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez me le reprocher, c'est pas moi. Petite île, entre le continent africain et Madagascar. D'une surface de 374 km², elle fait géographiquement partie de l'archipel des Comores, qui comporte 3 autres îles principales, Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Il y a en fait 2 îles principales dans Mayotte, Grande Terre et Petite Terre. Le territoire fait 35 km du nord au sud et un peu moins d'une trentaine d'est en ouest dans sa partie la plus large. La zone est entourée d'un récif corallien qui crée un lagon et protège contre la houle, et l'intérieur des terres est vallonné avec un point culminant à 660 mètres d'altitude, le mont Benara. L'histoire française à Mayotte commence au 19e siècle. Andrian de Sauli, un noble malgache et héritier d'un roi local, est vaincu par une autre reine locale malgache soutenue par les Britanniques. Il se réfugie alors sur l'île de Mayotte où il aide le sultan de l'île à reprendre son trône à des usurpateurs locaux. Il est victorieux et en échange de cette aide, il obtient la moitié de l'île. Plus tard, il finit par chasser le sultan qu'il était venu aider pour prendre le pouvoir sur toute l'île et c'est ainsi qu'après s'être converti à l'islam, il devient sultan de Mayotte. Alors il doit faire face aux pirates, à la menace de ses ennemis malgaches soutenus par les Britanniques et à ses ennemis comoriens venus des autres îles. En difficulté, il demande l'aide de la France, présente dans la région, et vend l'île aux Français en échange d'une rente viagère personnelle et la possibilité d'envoyer 2 de ses fils faire leurs études sur l'île de la Réunion, déjà française. C'est comme ça que la France met la main sur l'île de Mayotte en 1843. Et à ce moment-là, elle est extrêmement dépeuplée du fait des guerres successives. Plus tard, la France établit des protectorats sur les 3 autres îles de l'archipel et annexe Madagascar progressivement entre 1881 et 1896. L'archipel va rester français pendant plus d'1 siècle, puis le 22 décembre 1974, un référendum d'autodétermination des Comores organisé par la France a lieu. Toutes les îles votent pour l'indépendance, sauf Mayotte qui vote à 63% pour rester française. Vous voyez ici les résultats. S'ensuit un débat sur le fait qu'il faille ou non considérer ce vote pour l'ensemble de l'archipel des Comores ou bien île par île, ce qui déterminera le rattachement de l'île de Mayotte aux Comores ou à la France. Et finalement, la France décide de maintenir sa souveraineté sur l'île. Elle met pour cela en avant plusieurs arguments. Déjà, j'ai parlé de référendum plus tôt, mais c'est en réalité seulement une consultation. L'État n'est donc pas tenu d'en respecter les résultats. Ensuite, un rapport parlementaire se base sur l'article 53 de la Constitution pour justifier le maintien de la souveraineté française. L'article dit « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ». Alors le terme territoire étant laissé libre à interprétation, on considère donc ici Mayotte comme un territoire dont la population ne donne pas son consentement en ce qui concerne la cession de celui-ci à un autre État, ici en l'occurrence le futur État de l'Union des Comores. Mais quand les Comores proclament leur indépendance en 1975, elles estiment que cette indépendance concerne les 4 îles, alors que Mayotte de son côté ne se sent pas concernée. La France est même condamnée par la communauté internationale, notamment l'ONU et l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. Alors pour confirmer le maintien dans la France, un référendum cette fois est organisé en 1976. La population a le choix entre 2 réponses, je souhaite que Mayotte demeure au sein de la République française et je souhaite que Mayotte fasse partie de l'État comorien.
et les Mahorais votent à nouveau pour le maintien au sein de la France. La même année, l'Assemblée générale de l'ONU vote un texte qui condamne l'action française. Le texte précise que l'Assemblée condamne les référendums organisés par la France et rejette toute autre forme de référendum ou consultation et toute législation étrangère tendant à légaliser une quelconque présence coloniale française à Mayotte, condamne aussi la présence de la France à Mayotte qui constitue une violation de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des Comores, et demande au gouvernement français de se retirer immédiatement de l'île comorienne de Mayotte. Un texte pour le moins clair. 102 États approuvent le texte, 28 s'abstiennent et 1 s'y oppose, c'est la France bien sûr. 15 ans plus tôt, en 1960, c'était Madagascar qui proclamait son indépendance, et finalement, à la fin des années 70, la présence française dans le sud-ouest de l'océan Indien se résume donc à Mayotte, la Réunion et les îles Éparses. Ce qui confère à la France tout de même en cumulé une grande surface de zone économique exclusive, alors que seulement 2 îles sur 7 sont peuplées. Alors aujourd'hui, l'île compte selon l'INSEE 321 000 habitants au 1er janvier 2024, la plupart vivant sur la côte nord-ouest où se trouve la capitale, Mamoudzou. Vous voyez sur la carte la population pour les 17 communes de l'île. Alors ce chiffre de 321 000 habitants est contesté en raison du grand nombre d'immigrés illégaux que compte l'île. Le chiffre de 500 000 est parfois avancé, mais il faut être prudent avec des chiffres issus plutôt d'un ressenti que d'un recensement rigoureux. L'immense majorité de ces migrants vient des Comores. Les Comores est un pays pauvre, environ 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté nationale. La malnutrition entraîne des retards de croissance chez près d'un enfant sur 3 et le salaire mensuel moyen est d'environ 120 € par mois, et même en prenant en compte le coût de la vie aux Comores, c'est très peu. Beaucoup de Comoriens tentent donc leur chance à Mayotte, si bien qu'aujourd'hui, un Comorien sur 4 vit en France, que ce soit à Mayotte ou en métropole. Les migrants utilisent des petits bateaux appelés kwassa-kwassa, les départs se font depuis l'île d'Anjouan, les Comoriens venant des autres îles devant d'abord faire le voyage depuis leur île de départ. Alors les tensions migratoires sont ainsi extrêmement fortes et au final à Mayotte, 48% de la population serait de nationalité étrangère selon une étude de l'INSEE datant de 2017. Alors j'utilise le conditionnel car étant donné qu'il y a beaucoup de migrants illégaux, il est par nature difficile d'obtenir des chiffres exacts. Et en 2015-2016, parmi les étrangers majeurs immigrés, 1 sur 2 était en situation irrégulière. Ensuite, une étude réalisée en 2020 et 2021 a permis de mieux se rendre compte du niveau de vie des migrants à Mayotte. 72,5% vivent avec moins de 200 € par mois, 19,9% entre 200 et 500 €, 6,3% entre 500 et 800 € et 1,3% avec plus de 800 €. Ces très faibles revenus qui les placent largement sous le seuil de pauvreté français, combinés au statut de migrant illégal, poussent une grande partie des migrants à vivre dans des bidonvilles. En 2017, 38% des logements de l'île étaient des logements en tôle, se situant principalement dans l'est de l'île, autour de Mamoudzou, vous le voyez sur la carte. Alors vous le voyez, ce sont les quartiers périphériques, ici par exemple. En fait, une partie des migrants s'installe à côté de membres de leur famille ou de connaissances déjà présents sur l'île, logiquement, ce qui crée in fine des quartiers bidonvilles. Mais tous les logements précaires ne sont pas pour autant constitutifs de quartiers bidonvilles. Une partie est intégrée à un tissu urbain en dur. Dans la même étude, 84,5% des personnes interrogées dans ces quartiers indiquent que leur maison ne possède pas de fondation. 58,5% disent squatter le terrain, 31% disent avoir un droit d'usage et seulement 10,4% déclarent louer le terrain. 94% de ces habitations ne sont pas raccordées directement au réseau électrique et 96% n'ont pas accès à l'eau courante au sein des maisons. Et 65% des logements font 16 mètres carrés ou moins et l'occupation moyenne est de 6 personnes par foyer. Voilà, donc le but de ces chiffres, c'est aussi de vous donner une idée de la précarité dans laquelle vit cette population. Et par ailleurs, tous ne sont pas étrangers, loin de là, puisque 27% des habitants des habitats précaires sont français et plus d'un tiers sont des mineurs nés en France de parents étrangers. On peut donc s'interroger sur les 27% d'avant, est-ce que ce sont des adultes nés en France de parents étrangers, ayant bénéficié du droit du sol à leur majorité, ou même avant, puisque c'est possible à partir de 13 ans. Mais on voit alors la difficulté de la situation, puisque cela montre bien qu'au sein des mêmes familles, il y a des individus en situation régulière, d'autres irrégulières, d'autres étrangers, d'autres français, ce qui pose évidemment des questions morales lorsque le renvoi vers le pays d'origine, les Comores, est évoqué. D'autant que parmi les migrants qui habitent dans ces habitats précaires, lors de l'étude, 48% étaient arrivés en France il y a plus de 10 ans. Leur vie est donc désormais à Mayotte. Alors malgré tout, des opérations d'expulsion ont été réalisées, déjà en 2021 et 2022, puis en 2023 a eu lieu l'opération Wuambushu, sous le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le but est également d'expulser, de décaser, c'est-à-dire détruire certains bidonvilles, et d'arrêter certains chefs de gang, car la pauvreté structurelle de l'île, liée en partie à cette immigration, a engendré de graves problèmes d'insécurité. En 2020, 59% des personnes âgées de 14 ans ou plus déclarent se sentir en insécurité, et 68% des habitants jugent peu ou pas efficace l'action des forces de l'ordre contre la délinquance dans leur village.
Et lorsqu'on demande aux Mahorais de citer les 3 problèmes les plus préoccupants, la délinquance est citée dans 72% des cas, loin devant le second problème le plus cité, le chômage, dans 35% des cas. Alors ces situations d'extrême précarité et la vie dans ces logements précaires ont rendu ces populations extrêmement vulnérables aux aléas naturels, et ce qui était prévisible arriva. Le récent cyclone Chido a balayé la région et ces logements bâtis en tôle et autres matériaux précaires, sans fondation, ont pour beaucoup été détruits. En mars 2018, le ministre de l'Intérieur comorien, Mohamed Daoudou, déclare « De toute façon, ces Comoriens sont en situation régulière, ils sont chez eux ». La diaspora comorienne en France envoie également énormément d'argent à leurs familles restées aux Comores. En 2019, un rapport du FMI indique que la diaspora a envoyé plus de 155 millions d'euros, soit 20% du PIB du pays. Pour l'État comorien, ces flux migratoires sont donc indispensables au maintien de l'économie. D'ailleurs, lors de l'opération Wambouchou 1, les Comores avaient fermé un temps leur espace maritime pour empêcher le retour des migrants par des navires français. Les Comores sont donc dans une ambiguïté. Sur le plan diplomatique, ils revendiquent toujours la souveraineté sur Mayotte, mais ils ne peuvent se passer de la diaspora en France pour leur économie. Et cette ambiguïté est en partie responsable de l'existence des bidonvilles. Et je dis bien en partie car il ne faut pas exempter la France de ses responsabilités. Mayotte n'a pas les capacités d'accueillir autant de monde. Et ça fait 20 ans que nous le disons. Et que ça fait 20 ans que les gouvernements successifs ferment les yeux pour ne pas régler le problème à la racine, c'est-à-dire mettre les moyens en haute mer pour éviter que ces barques arrivent. Par ailleurs, être ferme envers les Comores, la France finance les Comores, mais il n'y a aucune fermeté. Il y a toujours un refus de la part de l'État comorien. Voilà, de la coopération unilatérale et la France manque visiblement de fermeté. Par exemple, c'est une mesure que j'ai proposée au gouvernement Bayrou, c'est d'empêcher la fabrication des kwassa, ces barques clandestines, en juin. Si on ferme cette usine, si on interdit l'achat de la résine, la matière première qui sert à fabriquer ces bateaux à 70 km de Mayotte, eh bien, ça pourra régler le problème. Alors, tout au moins pour les Comores. Ensuite, il y a la question des migrants qui viennent d'Afrique. Et la question du droit du sol avait d'ailleurs été évoquée pour le cas même de Mayotte. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que la réflexion continue à être menée selon vous ? Bien sûr, la réflexion continue, mais c'est une mesure nécessaire, indispensable, mais elle ne suffira pas tant qu'on ne mettra pas des moyens physiques pour empêcher l'arrivée de ces migrants. Et puis, la question diplomatique avec les Comores et les pays d'Afrique des Grands Lacs, toujours prendre le problème à bras-le-corps à la racine. Et ça, à ce jour, je peux vous dire que les Mahorais ne sentent pas cette fermeté. Et nous l'avons dit à M. Bayrou, c'est pour ça qu'il y a eu ce recul d'une semaine. On ne peut pas occulter cette question parce que les bidonvilles ont été reconstruites à J2 de Chido, alors qu'à ce jour, les Mahorais n'ont toujours pas l'électricité à plus de 50%. Et pas alors qu'on ne vienne pas mentir au ministre, parce que je me suis rendu compte personnellement, j'ai passé 14 jours à faire le tour des 17 communes à Mayotte. J'ai bien vu que les informations qu'on envoie ici auprès des ministres, il y a eu pas mal de voyages des ministres depuis le cyclone, mais quand les fonctionnaires de l'État sur place mentent aux ministres, comme quoi tout est bien et on a eu de quoi manger, non. À ce jour, les urgences vitales n'ont pas été satisfaites. L'électricité qui conditionne beaucoup de choses. Les denrées alimentaires n'étaient pas les bonnes selon vous, vous en avez parlé. La question de l'eau, le réseau d'eau potable est complètement dévasté, mais même avant Chido, nous vivions sous des coupures d'eau, vous le savez, depuis 2016. Donc la question de l'eau est essentielle. Il y a un projet de 2019 que j'ai soumis au gouvernement Bayrou. C'est un projet qui a été mis en place sous la gouvernance d'Armanin, au temps de Barnier. Et à ce jour, non pas Barnier, son prédécesseur.
ce projet qui a été mis en place en 2019 a été arrêté suite à la crise de la Covid en 2020. Si on veut construire Mayotte autrement, il y a nécessité de régler la question de l'immigration illégale qui gangrène ce territoire depuis 2012. Les Mahorais ne vivent plus. On ne pourra pas reconstruire Mayotte dans ces conditions. Il y a nécessité à ce que le gouvernement puisse enfin être ferme sur la question de l'immigration illégale et de ces bidonvilles qui jonchent Mayotte. On l'a vu avec Chido. On en est là. Ça fait un moment qu'on se rend bien compte que il manque une volonté politique de l'État ici de s'occuper de Mayotte. Réellement, nous, actuellement, moi je le dis sans souci, nous sommes des Français à part. Le jour où la métropole, en tout cas les gouvernements, mettront la volonté de montrer que les Français de Mayotte sont des Français à part entière, alors les choses se feront comme ici. Et moi, j'ai confiance en la France. Nos parents se sont battus pour qu'on soit dans cette belle nation. Je pense que Mayotte ne mérite pas. C'est un choix réitéré depuis 1841, madame. Donc, ce matin, et les Mahorais y croient, que s'il y a une volonté politique de faire, ça se fait. Notre-Dame, on l'a bien vu, en 5 ans, on a fait un beau travail. Et vous le faites bien.